Territoire du Dakota, septembre 1883. Quand Pierre Dumont poussa les portes battantes du saloon Le Cheval Noir, il la vit, plaquée contre le mur du fond par un homme 3 fois plus large qu'elle. Ses yeux montraient de la peur, mais ses mains étaient serrées en poing à ses côtés. Elle était jeune, peut-être 23 ans, avec une masse de cheveux châtains foncés qui s'échappaient des épingles. Une manche déchirée glissait de son épaule, mais dans son regard brûlait encore un feu qui ne s'était pas éteint. L'homme tenait son poignet fermement et murmurait quelque chose de bas et de méchant. Pierre agit sans réfléchir. Il traversa le plancher du saloon en 6 grandes enjambées, ses bottes résonnant lourdement sur les planches de pin déformées. « Lâchez-la immédiatement, dit-il. » Sa voix était calme, mais glaciale. L'homme se tourna à moitié et ricana. « Ça ne te regarde pas, étranger. » Pierre saisit le bras de l'homme et le tordit. L'homme glapit et lâcha prise. Avant qu'il ne puisse frapper, Pierre le plaqua face contre le mur, le maintenant là avec un bras. « Tu es ivre ou juste stupide ?» demanda Pierre. L'homme grogna et essaya de se dégager, jusqu'à ce que le clic d'un revolver armé le fiche sur place. Pierre n'avait pas besoin de regarder pour savoir que c'était le vieux barman, Louis, qui surveillait la scène depuis derrière le bar. « Emmène ça dehors, Gaston, » dit Louis, « et ne reviens jamais. » Marmonnant des jurons, l'homme sortit en titubant, tenant son bras. Pierre se tourna vers la femme. « Vous allez bien ?» Elle hocha la tête avec raideur, frottant son poignet. « Oui, merci. » Sa voix était douce, mais ferme. « Je suis Pierre Dumont, » dit-il. « Et vous êtes ?» ?»« Marguerite, » répondit-elle. Elle regarda vers la porte, puis de nouveau vers lui. « Je viens d'arriver en ville. » Pierre hocha la tête. « Avez-vous un endroit où loger ?» Ses épaules se soulevèrent légèrement. « Non, je cherchais du travail. Cet homme a dit qu'il y en avait ici. » Pierre ne manqua pas le tremblement dans sa main. « Il y en a, » dit-il, « mais pas le genre que vous devriez faire juste pour survivre. » Elle le regarda directement. « Je peux nettoyer, cuisiner. Je ne suis pas impuissante. » Il la crut. « Venez, » dit-il. « Vous pouvez rester à la pension. Je vais vous accompagner. » Elle hésita, puis hocha la tête. Dehors, le soleil était bas sur les montagnes, baignant la rue poussiéreuse d'or. Marguerite marchait à côté de lui, ses pas prudents, ses yeux scrutant la ville. « Venez-vous de loin ?» demanda-t-il. « De Louisiane. J'ai pris le train aussi loin que possible, puis une charrette avec une famille. » Elle secoua la tête une fois. « Plus maintenant. » Il ne demanda pas plus. Ils atteignirent la modeste pension au bord de la ville. Il paya pour une semaine de séjour, sans dire un mot. Marguerite ouvrit la bouche pour protester, mais il l'interrompit. « Juste jusqu'à ce que vous trouviez du travail, » dit-il. « C'est tout. » Ses yeux s'adoucirent. « D'accord. Merci, monsieur Dumont. »« Juste Pierre. » Elle sourit faiblement. « D'accord, Pierre. » Le lendemain matin, Marguerite trouva du travail comme aide de cuisine à l'auberge locale. Elle était rapide, silencieuse et déterminée. Quand Pierre passa 2 jours plus tard, elle était dehors, fendant du petit bois avec les manches retroussées et une tache de farine sur la joue. « Travaillez-vous toujours aussi dur ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, ses yeux brillants de l'effort. « Je ne connais pas d'autre façon. » Il sourit. « Je vous ai apporté quelque chose. » Il lui tendit un sac avec une miche de pain et un pot de miel. Elle cligna des yeux. « Pourquoi ?»« Parce que je le voulais. » Elle le fixa un moment, puis hocha la tête. « Merci. » Au cours de la semaine suivante, Pierre se surprit à la chercher du regard. Elle avait une façon de se déplacer dans le monde comme si elle était toujours prête à fuir, mais elle ne le faisait jamais. Elle allait au travail chaque matin la tête haute, son manteau rapiécé au coude. Chaque soir, elle s'asseyait sur le porche de la pension, raccommodant des coutures ou lisant un vieux livre dont la couverture était complètement arrachée. Un soir, il la rejoignit. « Puis-je » demanda-t-il, désignant la chaise à côté d'elle. Elle leva les yeux et hocha la tête. « Si vous voulez. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, les grillons chantant fort dans les broussailles.
Êtes-vous toujours aussi silencieux ? demanda-t-elle. Pierre haussa les épaules. Seulement quand je ne veux effrayer personne. Elle sourit, petit et vrai. Vous ne m'effrayeriez pas. Il aimait le son de cela. Un soir, 4 jours plus tard, Pierre traversa la ville tard et vit de la fumée s'élever derrière le saloon. Son estomac se serra. Il suivit la fumée et trouva Marguerite accroupie à côté d'un vieil homme allongé sur le sol. Sa jambe était coupée et saignait abondamment. « Je lui apportais le dîner », dit-elle avec des yeux écarquillés. Il est tombé sur une bouteille cassée. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Pierre s'agenouilla à côté d'elle. « Vous avez bien fait, dit-il. Tenez ceci ici. » Elle pressa un tissu sur la blessure pendant que Pierre déchirait des bandes de sa propre chemise et les attachait autour de la cuisse de l'homme. Puis il souleva l'homme dans ses bras et le porta chez le docteur Moreau, 2 rues plus loin. Marguerite marcha à côté de lui tout le long du chemin. Cette nuit-là, alors qu'il se tenait devant la clinique, elle leva les yeux vers lui, ses mains tremblant. « Je pensais qu'il allait mourir, » dit-elle. Pierre toucha son épaule, ferme et doux. « Vous l'avez sauvé. » Elle se pencha alors vers lui, juste légèrement, et il la laissa faire. À la fin de la 2e semaine, Marguerite avait quitté la pension et s'était installée dans une petite chambre au-dessus de l'auberge. Elle payait son chemin, mais Pierre lui apportait toujours des pommes du verger en dehors de la ville. Une fois, il apporta une épingle à cheveux en argent qu'il avait trouvée au comptoir commercial. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle un soir sur le porche. Il la regarda. « Parce que j'aime qui vous êtes. Parce que vous méritez d'être connu. » Elle cligna rapidement des yeux. « Personne ne m'a jamais dit cela. »« Eh bien, dit-il, c'est vrai. » Elle baissa les yeux, puis les releva. « Êtes-vous toujours aussi gentil ?»« Non, dit-il. Seulement avec les gens qui comptent pour moi. » Elle tendit la main vers la sienne. Il la prit. 1 semaine plus tard, Pierre passait à nouveau devant le saloon quand il entendit une bagarre à l'intérieur. Un homme ivre au visage rouge avait coincé Marguerite contre le même mur, sa main serrant sa gorge. Le cœur de Pierre battait dans sa poitrine. Elle se débattait, ses genoux frappant contre le mur, ses yeux écarquillés. Pierre fit irruption par les portes. Il arracha l'homme et l'envoya s'écraser contre une table. Les chaises se brisèrent. L'homme se jeta sur lui, mais Pierre lui enfonça un poing dans le ventre, puis l'assomma d'un coup sur la mâchoire. Ensanglanté et gémissant, l'homme ne se releva pas. Marguerite était sur le sol, toussant. Pierre se précipita vers elle. « Ça va ?» Elle hocha faiblement la tête. Il l'aida à se lever, la tint près de lui. Elle s'accrocha à sa chemise, tremblante. « Vous êtes en sécurité maintenant ?» murmura-t-il. « Je suis là. » Elle ne lâcha pas pendant longtemps. Plus tard cette nuit-là, dans sa chambre au-dessus de l'auberge, elle s'assit à côté de lui sur le lit étroit, sa main sur la sienne. « Je ne sais pas pourquoi vous apparaissez toujours comme ça, » dit-elle doucement. « Mais je suis heureuse. » Il la regarda dans les yeux. « Parce que vous comptez pour moi, Marguerite. Je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose. » Elle se pencha et l'embrassa, lentement et sûrement. Quand ils se séparèrent, son visage était rouge, mais ses yeux étaient fermes. Je ne pensais pas que je ressentirais cela à nouveau. Ressentir quoi ? Elle sourit, pressa son front contre le sien. En sécurité, désiré, aimé. Pierre prit son visage dans ses mains. Vous êtes tout cela. Et il le pensait. Cette femme, qui avait été plaquée contre un mur de saloon quelques jours auparavant, était maintenant dans ses bras. Vivante, forte et sienne. Et il n'irait nulle part. Marguerite se tenait au bord du jardin derrière l'auberge, ses mains saupoudraient de terre, les manches retroussées jusqu'au coude. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les peupliers, capturant les mèches cuivrées dans ses cheveux et la courbe tranquille de sa bouche. Elle avait commencé à s'occuper du jardin sur son propre temps. Elle disait que les fleurs ne demandaient rien d'elle, elles fleurissaient simplement régulièrement si on leur donnait de l'eau et de la patience. Pierre s'appuyait contre le poteau de clôture à proximité, la regardant arracher les mauvaises herbes avec un petit couteau, ses mouvements précis. Il n'était pas venu pour parler, pas au début. Il aimait simplement le calme qu'elle créait autour d'elle. Mais elle leva les yeux, écartant les cheveux de sa joue.
Vous êtes en avance, dit-elle sans surprise. Il y avait une brèche dans la clôture du pâturage nord, dit-il. Ça n'a pas pris aussi longtemps à réparer que je pensais. Elle essuya ses paumes sur sa jupe et se leva. Arrêtez-vous jamais de travailler ? Il haussa les épaules. Quelqu'un doit empêcher les chevaux d'errer dans la rivière. Elle s'approcha, se tenant juste en face de lui avec la clôture entre eux. Êtes-vous toujours aussi prudent avec les choses ? Je n'aime pas perdre ce qui compte. Son regard soutint le sien, calme mais clair. Est-ce que c'est ce que je suis alors ? Quelque chose qui compte. Il ne bougea pas son poids, ni ne détourna le regard. Oui. Marguerite baissa les yeux un instant, puis tendit la main et la posa légèrement sur la sienne sur la clôture. Vous ne dites pas grand-chose, Pierre. Mais quand vous le faites, ça s'installe profondément. Il tourna sa paume vers le haut sous la sienne, ses doigts enveloppant doucement sa main plus petite. Je pense tout ce que je dis. Elle hocha la tête, puis prit une profonde inspiration. J'ai pensé à ouvrir une blanchisserie. Il n'y en a qu'une en ville, et elle est surchargée. Je pourrais prendre le linge de la pension, peut-être celui du shérif, s'il me laisse. Pierre réfléchit. Vous aurez besoin d'un baquet solide et d'une pierre plate pour battre les plis. J'aurai aussi besoin de quelqu'un pour porter les seaux d'eau, ajouta-t-elle, un demi-sourire tirant sur sa bouche. J'imagine que je pourrais me laisser convaincre. Elle rit, léger et soudain. Cela atteignit ses yeux. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais quand je suis venue ici. À quoi vous attendiez-vous ? Des hommes qui voulaient prendre des choses, pas donner. Pierre ne répondit pas, serra seulement un peu plus sa main. Ce soir-là, il alla lui-même parler au shérif. Pas parce que Marguerite l'avait demandé, mais parce qu'il savait comment cette ville fonctionnait. Le respect avait du poids, et la parole de Pierre après 8 ans sur la terre tenait bon. Elle a mérité sa chance, dit-il simplement. Le shérif Dubois leva les yeux de son registre. C'est elle qui a soigné le vieux Baptiste derrière le saloon. C'est elle. Alors elle a mon commerce et celui de ma femme aussi. Pierre partit avec un hochement de tête lent, la poussière s'élevant autour de ses bottes alors qu'il traversait la rue sous un ciel crépusculaire. Marguerite attendait sur les marches de l'auberge, ses jupes repliées sous ses jambes, une tasse en fer blanc dans les mains. « Alors » demanda-t-elle. « Vous êtes en affaires. » Ses épaules se redressèrent un peu, comme si sa colonne vertébrale s'était raidie. « J'ai 20 centimes à mon nom. »« Vous avez plus que ça, » dit-il. « Vous avez un but. » Marguerite l'étudia, ses yeux sombres dans la faible lumière. « Et vous ? Je vous ai. » Elle ne parla pas après cela. Elle tendit simplement la main et prit la sienne dans les deux siennes et la tint comme si c'était quelque chose de précieux. Il la laissa faire. Ses doigts étaient maintenant calleux à cause du travail, mais il se sentait bien contre les siens. Le lendemain matin, Pierre lui apporta un baquet en cuivre qu'il avait troqué avec un mineur suédois. Encore bosselé d'un côté, mais entier. Marguerite passa ses mains sur le bord, silencieuse pendant longtemps. « Je n'ai jamais rien eu qui m'appartenait, » dit-elle. « Maintenant vous l'avez. » 2 semaines passèrent. Elle installa son commerce derrière l'auberge, tendit des cordes entre les platanes et frotta les draps jusqu'à ce que ses jointures deviennent rouges. La nouvelle se répandit. La 3e semaine, elle gagnait assez pour envoyer la moitié de son salaire à une veuve près d'Héléna qui l'avait accueillie pendant un hiver difficile. Elle ne le mentionna pas, mais Pierre vit l'enveloppe avec des billets pliés cachés sous sa boîte à pain. Il ne dit rien, lui apporta seulement du savon de soude quand le magasin général en manqua. Un soir, la pluie balaya la vallée, légère et régulière. Marguerite se tenait sous l'appentis qu'elle avait construit, regardant les gouttes perlées sur le linge. Pierre se tint à côté d'elle, l'eau goûtant du bord de son chapeau. « Vous devriez être à l'intérieur, » dit-elle. « Je préfère être ici. » Elle ne répondit pas, mais se pencha vers lui, son épaule contre la sienne. Il passa un bras autour d'elle, et elle s'y adapta comme si elle avait été faite pour cet espace. « Je rêvais d'un endroit comme celui-ci, » murmura-t-elle, « où personne n'élevait la voix, où les nuits étaient calmes. Vous êtes ici maintenant. » Elle se tourna pour le regarder. « Je ne veux pas perdre ça. »« Vous ne le perdrez pas. » Marguerite l'étudia, son front plissé. « Pourquoi croyez-vous en moi si facilement ?
Je ne crois pas facilement, dit Pierre. Mais je crois en vous. Elle recula juste assez pour le regarder pleinement, sa main se levant pour toucher sa mâchoire, rugueuse avec une journée de barbe. Vous n'êtes pas seulement gentil, Pierre. Vous êtes constant. Il se pencha alors, l'embrassa une fois, lentement et sûrement. Quand il se retira, elle sourit. Pas doucement ou timidement, mais fermement. Je veux construire quelque chose avec vous, dit-elle. Pas seulement survivre. Construire. Nous le ferons, dit-il. Une pièce à la fois. Et elle le crut, parce qu'il ne disait jamais rien qu'il ne pensait pas. Le premier gel arriva tôt cette année-là, rendant croustillant les bords de l'herbe sauvage et transformant le jardin de l'auberge en quelque chose de fragile sous son bord blanc. Marguerite se tenait maintenant avec les manches baissées, les doigts rentrés dans son châle, pendant qu'elle regardait Pierre fendre du bois de chauffage derrière son hangar de lavage. Le craquement rythmique de la hache était le seul son entre eux. Ils travaillaient sans hâte, précis, chaque counette. « Êtes-vous toujours aussi contrôlé ?» demanda-t-elle, bien que sa voix ne contint aucun défi. « Seulement quand c'est important, » dit-il, mettant une autre bûche debout. Elle s'approcha, les bottes craquant sur le sol gelé. « Je veux vous demander quelque chose, mais je ne veux pas vous offenser. » Il s'arrêta, appuyant la hache contre son épaule. « Allez-y. Vous avez de la terre, des chevaux. Vous auriez pu épouser n'importe qui dans cette ville. Pourquoi moi ?» Pierre la regarda directement, les lignes au coin de sa bouche s'approfondissant. « Parce que vous n'avez jamais rien demandé de moi que je n'étais pas déjà prêt à donner. » La bouche de Marguerite s'ouvrit, mais elle ne répondit pas immédiatement. « J'ai eu des gens qui ont essayé de me posséder par la gentillesse avant. Je ne suis pas l'un d'eux. » « Non, dit-elle. Vous ne l'êtes pas. » Elle s'approcha, assez près pour que leur souffle se mélange dans le froid. « Je continue à penser que je vais me réveiller un matin et que tout cela n'était qu'emprunté. » Pierre baissa la hache et l'appuya contre le hangar. « Il n'y a rien d'emprunté ici. Tout ce que nous avons fait est à nous. » Marguerite tendit la main, brossant un éclat d'écorce de son col. « Alors je veux en faire plus avec vous. » Ils ne s'embrassèrent pas alors. Ils restèrent juste dans le froid, assez proches pour sentir la certitude tranquille de l'autre, tandis que le ciel pâlissait derrière les arbres. Plus tard cette semaine-là, Marguerite prit livraison d'une table en bois que Pierre l'avait aidé à construire à partir de vieilles planches de clôture et de pieds en ferraille. Elle se tenait maintenant sous l'appentis couvert, à côté du baquet de lavage, et lui donnait un endroit pour trier et plier le linge fini. Quand elle passa ses doigts le long du grain lisse, elle ne sourit pas. Elle pressa plutôt sa paume à plat et ferma les yeux un moment. Pierre vint ce soir-là avec une lampe à huile de rechange, une avec un abat-jour fissuré et une flamme stable. Il la posa sur sa table sans un mot. « Vous pourriez passer toute la journée sans parler et dire encore beaucoup, » dit-elle. Il la regarda. « Préféreriez-vous que je parle plus ?»« Non, » dit-elle. « J'aime que vous ne parliez que quand ça compte. » Elle l'invita à l'intérieur cette nuit-là. Pas par obligation ou solitude, mais parce que son monde avait changé et qu'elle ne voulait plus dormir derrière des portes verrouillées pendant qu'il rentrait seul dans l'obscurité. Dans sa chambre, le feu était bas mais stable. Elle lui tendit une tasse en fer blanc de cidre chaud, sans demander s'il en voulait. Il la prit, s'assit sur le bord de son lit de camp et attendit. « Je rêvais d'un endroit où je pourrais juste être, » dit-elle. « Pas la fille de quelqu'un, pas le fardeau de quelqu'un, juste une personne avec son propre espace. Vous l'avez maintenant. » « Je l'ai, » dit-elle en le regardant. « Mais c'est plus que ça. Je veux que ce soit une vie, avec quelqu'un à mes côtés, pas au-dessus de moi, pas derrière moi, à côté. » Il hocha la tête une fois, lentement. « C'est comme ça que j'entends me tenir avec vous. » Marguerite posa sa tasse et traversa la pièce. Elle s'agenouilla devant Pierre, prit ses mains dans les siennes. « Je n'ai pas besoin de grandes promesses. J'ai juste besoin de savoir que vous ne disparaîtrez pas quand les choses deviendront difficiles. J'ai vécu des moments difficiles, dit-il, et je suis restée debout. Je ferai la même chose pour nous. » Elle se pencha en avant et posa son front contre le sien. « Alors c'est réglé. » Le lendemain matin, Marguerite entra dans la mercerie et commanda 4 mètres de mousseline, 2 mètres de laine et un morceau de dentelle.
Madame Fontaine, derrière le comptoir, leva un sourcil. « Planifiez-vous un mariage, mademoiselle Marguerite ?» Marguerite n'hésita pas. « Oui. » Le visage de la femme s'éclaira d'un sourire. « Eh bien, il est temps que quelqu'un fasse quelque chose qui vaut la peine d'être célébré ici. » Marguerite sortit, le tissu sous le bras, le cœur stable. Ce soir-là, elle rencontra Pierre au coude de la rivière, où les peupliers pendaient bas. Il apporta une couverture et un petit paquet enveloppé dans de la toile cirée. « Je pensais qu'on le planifierait tranquillement, » dit-il. « Juste le pasteur, 1 ou 2 témoins. » Elle hocha la tête. « Je ne veux pas de chichi. » Il lui tendit le paquet. À l'intérieur se trouvait un anneau d'argent, simple mais poli, avec une petite gravure à l'intérieur. Elle ne la lut pas à haute voix. Elle le mit. Il allait. Ils s'assirent côte à côte alors que la lumière s'estompait, la rivière murmurant près d'eux, et ne dirent pas ce qui avait déjà été décidé. Ils le construiraient lentement. Ils le construiraient solidement. Et cela tiendrait. Le mariage eut lieu un dimanche matin, juste après que le premier dégel eut assoupli le sol et que les peupliers aient commencé à bourgeonner. Le pasteur Bernard les rencontra au bord de la prairie derrière l'église, où l'herbe encore tachetée et fatiguée par l'hiver montrait des signes de verre. Pas de foule, pas de banc. Juste le ciel ouvert et une paire de témoins, l'ami de Pierre, Charles, de l'écurie et la vieille Madame Rousseau, qui avait autrefois cousu l'ourlet de Marguerite sans demander de paiement. Marguerite portait une robe qu'elle avait cousue elle-même à partir de la mousseline qu'elle avait achetée, avec des manches simples et un châle de laine cousu au col. Ses bottes étaient usées et ses mains portaient les faibles lignes roses de la lessive, mais elle se tenait droite à côté de Pierre, sa paume reposant fermement dans la sienne. Le pasteur Bernard dit peu, juste assez pour marquer le moment. Quand il leur dit de prononcer leurs propres vœux s'ils le souhaitaient, Pierre hocha la tête une fois. « Je n'ai pas de belles paroles, » dit-il en regardant Marguerite. « Mais je sais ce que c'est que d'être seul, et je sais ce que c'est de ne plus l'être. Je travaillerai à vos côtés. Je me tiendrai à vos côtés. C'est ce que je peux promettre. » Marguerite ne parla pas immédiatement. Elle baissa les yeux sur leurs mains, puis leva les yeux vers les siens. « Je pensais qu'une telle promesse n'existait pas, que les gens disaient des choses et vous laissaient les porter seuls. Mais vous n'avez jamais rien dit que vous ne pensiez pas. Alors je vous crois, et je ferai de même. » Le pasteur hocha la tête. « C'est suffisant pour 2 personnes. » Et avec cela, ils étaient mari et femme. Pas de musique, pas d'applaudissements. Juste un vent tranquille dans l'herbe et le son de son souffle saccadé alors qu'elle se penchait contre la poitrine de Pierre. Ils s'installèrent dans une maison que Pierre avait construite en dehors de la ville. Une cabane d'1 pièce avec un toit en pente et une cheminée en pierre. Il avait ajouté une 2e fenêtre pendant qu'elle ourlait des rideaux de laine restantes. La première nuit, ils s'assirent près du feu sur le sol, le dos contre le mur, partageant une assiette de haricots et de pain de maïs, leurs genoux se touchant. Marguerite posa sa tête sur son épaule. « Je n'aurais jamais pensé me sentir rassasiée par quelque chose d'aussi simple. »« Ce n'est pas simple, » dit Pierre. « C'est à nous. » Les jours devinrent des semaines. La neige fondit par endroits, laissant le sol mou et les routes épaisses d'ornières. Le travail de blanchisserie de Marguerite ralentit. Les femmes de la ville, leurs mains libérées du fardeau de l'hiver, faisaient à nouveau leur propre lessive. Elle ne se plaignit pas. Au lieu de cela, elle s'occupa de la maison, raccommoda les chemises de Pierre et troqua des produits de boulangerie contre de l'huile de lampe. Elle essaya la mise en conserve, d'abord des pommes, puis des haricots, et en avril, 3 pots pleins étaient alignés sur l'étagère au-dessus du poêle. Un soir, elle entra avec les cheveux humides de pluie, tenant une poule sauvage contre sa poitrine. « Elle s'est égarée dans le hangar, » dit-elle. « Pourrait être bonne pour les œufs si elle n'est pas trop vieille. » Pierre prit l'oiseau de ses bras et hocha la tête. « Vous prévoyez de transformer cet endroit en ferme. »« Je prévois de ne pas avoir faim, » dit-elle en enlevant son châle. « C'est assez proche. » Cette nuit-là, ils étaient allongés côte à côte sous une courte pointe qu'elle avait assemblée à partir de chutes rassemblées au fil des ans. Sa main reposait sur sa poitrine, le pouce traçant le rythme lent en dessous. « Regrettez-vous parfois ce que vous aviez avant ?» demanda-t-elle doucement. « Non, pas même le calme. »« C'est un calme différent, dit-il. Celui-ci est bon. »
Elle ne répondit pas, mais elle se rapprocha, et il sentit la chaleur de son souffle contre son cou. En mai, Marguerite recommença à coudre. Ourler des pantalons, raccommoder des manches, repriser des chaussettes pour les hommes qui n'avaient pas de femme pour le faire. Elle tenait un petit registre dans le tiroir de la cuisine, où elle marquait chaque travail d'une écriture soignée et inclinée. Pierre y jeta un coup d'œil une fois en cherchant une allumette et vit qu'elle avait tracé une ligne sous le total de chaque semaine, comme pour se prouver que c'était réel. Un après-midi, il revint de la vérification des pièges et la trouva assise sur le porche, frottant de la cire dans une paire de bottes trop grandes pour être les siennes. « Le fils de Charles en a grandi », dit-elle sans lever les yeux. « Je pensais que je pourrais les nettoyer et les passer au fils du pasteur. » Pierre s'accroupit à côté d'elle, regardant ses mains bouger avec un soin pratiqué. « Vous trouvez toujours quelque chose à donner. »« Je n'ai jamais eu grand-chose, » dit-elle, « mais j'ai toujours eu des mains. » Il tendit la main, passa son pouce sur le dos de la sienne. « Vous avez plus que ça maintenant. » Le lendemain, il l'emmena sur une parcelle de terre juste au-delà de la crête. Des collines basses, un filet d'eau et une fondation en pierre d'une cabane qui s'était effondrée depuis longtemps. « Je pensais qu'on pourrait construire ici ensuite, » dit-il, « si vous voulez plus d'espace. » Marguerite regarda le terrain, le vent tirant sur sa tresse. « Nous n'avons pas besoin de plus. »« Non, » dit Pierre, « mais nous pourrions créer plus. » Elle se tourna vers lui, les yeux fermes. « Alors créons-le. » Derrière eux, le soleil plongeait bas, baignant la terre d'un or tranquille. Marguerite entra dans ses bras, le seul endroit où elle avait jamais senti le monde s'éloigner, et pressa sa joue contre sa clavicule. Il n'empruntait pas cette vie. Il la construisait, planche par planche, jour après jour. Ensemble. À la mi-juin, la deuxième cabane était debout, sa charpente droite et le toit couvert de bardeaux de cèdre serrés que Pierre avait fendus lui-même. Marguerite avait aidé à poser les poutres, ses paumes enveloppées de tissu et sa mâchoire serrée, ne lui demandant jamais de ménager. Elle voulait façonner cet endroit de ses propres mains. Il la laissa faire. Ils ne se précipitèrent pas pour le reste. Certains jours, il travaillait du lever au coucher du soleil. D'autres jours, il laissait les heures s'étirer tranquillement, Pierre vérifiant les clôtures ou le bétail, Marguerite s'occupant du petit jardin qu'elle avait commencé sur une pente orientée au sud. Il construisit une table assez large pour 4, bien qu'il ne soit que 2, et elle avait cousu des rideaux à partir de sacs de farine teint avec des bailles bouillies jusqu'à ce qu'ils deviennent d'un prune doux et inégal. Tout portait la marque des 2. Marguerite accrocha un fer à cheval au-dessus de la porte. « Pas pour la chance, » dit-elle, « mais pour se souvenir de ce qu'il a fallu pour arriver ici. » Un matin, elle tendit à Pierre un morceau de papier plié, les bords effilochés de sa poche. « J'ai écrit à Madame Rousseau, » dit-elle. « J'ai demandé si elle pouvait m'apprendre les chiffres correctement. Je veux tenir des livres, pas seulement des notes. » Il étudia la page. « Vous voulez faire plus avec la couture. »« Je veux le gérer comme un commerce, » dit-elle. « Pas juste une faveur pour des pièces. » Les yeux de Pierre ne quittèrent pas les siens. « Vous n'avez pas à gagner ça, si vous voulez arrêter de travailler. »« Je sais, » dit-elle, « mais je veux. » Ils n'élevèrent jamais la voix. Pas une fois. Non pas parce qu'il n'y avait pas de désaccord, mais parce qu'aucun d'eux n'était intéressé à gagner. Quand ils se disputaient, ils le faisaient comme ils faisaient tout le reste. Avec des têtes calmes et des mains tranquilles. Construisant quelque chose. Ce n'était pas toujours facile. Un après-midi de fin juillet, Marguerite revint de la ville, pâle sous ses taches de rousseur. Elle posa le registre sur la table et s'assit sans enlever son chapeau. Pierre leva les yeux du petit bois qu'il triait. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« C'était mon oncle, » dit-elle. « Le dernier dont je n'ai jamais parlé. Il était en ville et demandait après moi. » La mâchoire de Pierre se tendit, mais il ne se leva pas. « Vous a-t-il vu ?»« Non. Je suis resté derrière la mercerie. Madame Fontaine a envoyé un message par la porte de derrière. » Pierre attendit, laissant le silence s'étendre. « C'est lui qui a vendu les terres de ma famille, » dit-elle finalement. « Il m'a dit que je ne serais rien sans lui, puis m'a laissé sans rien pour lui prouver le contraire. »« Vous lui avez prouvé le contraire le jour où vous êtes entré dans cette vallée, » dit Pierre. Marguerite hocha lentement la tête. «
Je ne veux pas le revoir. Vous ne le ferez pas, dit-il. Pas tant que j'ai du souffle. Elle se pencha en avant, ses mains appuyées sur ses genoux. Je ne veux pas porter cette peur ici. Pas dans cette maison. Alors laissez-la dehors, dit-il. Elle ne vous appartient plus. Elle le regarda longuement. Vous savez toujours quoi dire. Non, dit-il. Mais je sais que c'est vrai. Cette nuit-là, ils brûlèrent la lettre qu'il avait laissée à l'écurie. Marguerite regarda le papier se transformer en cendres dans la cheminée, puis se tourna et se blottit contre le côté de Pierre. Aucun d'eux ne dit un mot. Out apporta une chaleur assez épaisse pour flétrir les haricots et sécher le bord du ruisseau en pierre fissurée. Ils commencèrent à dormir avec les fenêtres ouvertes, écoutant les grillons et le long gémissement grave du bétail depuis le pâturage. Une nuit, Marguerite pressa ses lèvres contre le creux de la gorge de Pierre et dit « Je ne peux plus imaginer un temps avant cela. »« Vous n'avez pas à le faire, » murmura-t-il dans ses cheveux. Ils construisirent un appentis pour la pile de bois, puis un petit hangar pour les outils. Marguerite broda leurs initiales sur un morceau de toile et le cloua au mur au-dessus de la cheminée. Elle commença à cuire une fois par semaine et laissait des demi-pains sur les marches de l'église. Pierre ne demanda jamais pourquoi. Il l'aidait juste à les porter. En septembre, un garçon de la ville sortit avec une lettre d'Héléna. Marguerite l'ouvrit lentement, puis la tendit à Pierre sans un mot. « Elle a réussi le cours de calcul, dit-il. Elle veut que vous enseigniez aux autres. »« Je ne partirai pas, dit Marguerite en l'observant attentivement. Vous pourriez aller en ville une fois par semaine, proposa Théil. Cette terre est à vous. Ce que vous en faites vous appartient. Elle sourit alors, large et sûre. Alors j'enseignerai, et je coudrai, et je rentrerai chez vous. En octobre, les arbres s'étaient tournés vers le cuivre et l'or. Marguerite se tenait sur le porche un matin, un châle enroulé autour de ses épaules, regardant la première lumière recouvrir la crête lointaine. Pierre vint derrière elle, glissa ses bras autour de sa taille. « Je n'aurais jamais pensé aimer un endroit, dit-elle. Mais je l'aime. » Il pressa ses lèvres contre sa tempe. Ce n'est pas seulement l'endroit. Ils passèrent l'hiver avec la cheminée toujours allumée, la porte d'entrée jamais verrouillée. Les jours de tempête, Marguerite lisait à haute voix des livres empruntés pendant que Pierre réparait les harnais ou aiguisait les lames. Quand les tempêtes passaient, ils marchaient sur le sentier de la crête en silence, côte à côte, sans avoir besoin de remplir l'air entre eux. Au printemps suivant, le travail de couture de Marguerite était devenu un travail à plein temps. Création de patrons, modifications, même de nouvelles robes pour les filles du pasteur. Elle tenait son registre propre et ses prix équitables. Pierre accrocha une cloche à la porte d'entrée pour qu'elle entende quand quelqu'un venait. En mai, elle le fit asseoir à la table et prit sa main dans la sienne. « J'attends un enfant, dit-elle d'une voix ferme. Pierre ne cligna pas des yeux. Il l'attira juste contre lui et enfouit son visage dans son cou. « Nous construirons plus, dit-il. Tout ce dont vous avez besoin. » Et ils le firent. Un berceau façonné par ses mains. Une courte pointe cousue dans des matins tranquilles. Un jardin agrandi pour nourrir une bouche de plus. Quand le bébé arriva, une fille aux cheveux noirs et aux yeux aussi vifs que ceux de sa mère, Marguerite la tint contre sa poitrine et murmura « Tu ne te demanderas jamais si tu étais désirée. » Pierre se tenait à côté d'elle, ses doigts caressant le petit dos de leur fille. Ils l'appelèrent Céleste, d'après la femme qui avait autrefois offert un abri à Marguerite sans rien demander en retour. Les années passèrent, mais le rythme de la vie resta lent, honnête, délibéré. Marguerite enseignait la lecture à l'église le mercredi. Pierre aidait à gérer le fret de la ville pendant la saison de sculpture. Céleste grandit sauvage et sans peur, son rire résonnant dans la vallée comme un chant d'oiseau. Ils ne l'appelaient pas parfait, ils l'appelaient le leur.